Et si Donald Trump revenait en 2024, et si c'était lui le prochain président américain, le scénario commence à faire frémir de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais tout d'abord, est-il réaliste? Et dans le fond, qu'est-ce que le retour de l'homme à la mèche orange changerait réellement à la marche du monde et de son pays, l'Amérique, où chaque État fait déjà sa loi et où la ségrégation autour du genre, cette fois, fait son grand retour dans une bonne partie du pays, où la puissance publique, y compris militaire, est de plus en plus privatisée, en main des barons de la tech, notamment Elon Musk et consorts. Qu'est-ce que ça changerait aussi à l'échelle de la planète? Quel pouvoir possède encore aujourd'hui un président américain face à un monde fragmenté où chacun joue d'abord ses intérêts personnels sans dépendre essentiellement des États-Unis, à part l'Ukraine et notre Europe peut-être? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point avec l'historienne et grande spécialiste des États-Unis, écrivaine aussi, Nicole Bacharan. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à vous, Merci. Nicole Bacharan. Bienvenue aussi à vous, Philippe Ball. Merci infiniment de nous avoir rejoints exprès de Paris. Alors, Nicole Bacharan, vous êtes politologue et historienne, grande spécialiste des États-Unis, je l'ai dit, mais également écrivaine. Vous venez de publier un livre sur votre mère aux éditions Stock, la plus résistante d'entre toutes, saluée la semaine dernière par le prix Simone Veil. Et là, j'en parle pas uniquement parce que le livre est excellent, ni pour vous faire plaisir. Et sincèrement, il est vraiment... Ça me fait plaisir, néanmoins. Il est très bon. Vous êtes d'ailleurs d'accord avec moi, Philippe? Oui, j'ai lu le livre quand il est sorti et je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu depuis longtemps. Et notamment sur cette période de la résistance, la personnalité de cette héroïne, parce que c'est une héroïne... ta mère est une héroïne. Elle nous rappelle quelque chose, elle nous fait revivre une histoire qui est essentielle. Il faut qu'on sache, il faut qu'on lise absolument ce livre parce que ça fait partie des livres qui nous protègent en quelque sorte contre l'épouvantable retour du passé. Il faut que notre mémoire soit alimentée par ce qu'il y a dans ce livre. On connaît l'histoire, hein, on connaît le mot, je crois que c'est Churchill, les peuples qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la revivre. Si on ne veut pas revivre cette histoire, il faut absolument lire ce livre qui est écrit avec une simplicité apparente, absolument magnifique. C'est un page-turner, on a envie vraiment de savoir ce qui va se passer. À l'américaine. On comprend presque au flair, comme ça, l'ambiance de ce que c'était qu'un réseau de résistance à Toulouse et à Marseille dans ces années-là. Et c'est absolument passionnant. Et ça se lit comme un thriller et c'est en plus absolument bouleversant. Alors sur cette figure de l'héroïne, effectivement, qui parle du passé mais qui parle du présent aussi, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, de ces figures de héros qui résonnent avec notre actualité. Alors Philippe, on a dit beaucoup, Ginette Guy, c'est votre mère, c'est la plus résistante de toutes, selon les mots du patron de la Gestapo de Marseille de l'âge, alias Ernst Dunker, qui s'est engagé à 18 ans dans la résistance et qui a tout bravé à finir par le pire, la torture. Votre mère qui a été délivrée, comme beaucoup de Français, par les soldats américains et qui en a gardé effectivement une impression, alors là, qu'elle vous a transmis une foi dans la démocratie américaine comme ultime refuge contre la folie des hommes. Et qu'est-ce qu'elle penserait aujourd'hui de cette démocratie américaine? Écrivez-vous. Moi, j'ai envie de vous dire, pour lancer justement l'émission, qu'est-ce que vous pensez, Nicole Bacharan, aujourd'hui? Pour vous, la démocratie américaine, c'est un refuge actuellement ou c'est un repoussoir plutôt? C'est pas un refuge. On voit que cette démocratie est fragile, que son avenir n'est pas du tout garanti. On a quand même vécu sur pas mal de décennies où c'était la plus grande démocratie du monde, avec des arguments de critique, mais un fond de solidité. C'est pas un repoussoir non plus. Parce que quand je suis là-bas, ou même quand j'étudie ce qui se passe là-bas, je vois bien qu'il y a quand même un fond démocratique qui est solide. Si on pense très brièvement aux élections législatives de novembre 2022, dans un pays très divisé, très agité, où on craignait vraiment beaucoup de violence, eh bien, on voit que les électeurs, ils ont encore fait confiance au bulletin de vote, ils ont voté en grand nombre, et ils ont attendu des jours et des jours pour avoir les résultats, et gagnant ou perdant, ils ont accepté ces résultats. Donc le fond démocratique est solide, mais c'est vrai que quand on a une figure comme Donald Trump qui revient avec une possibilité d'être le prochain président, on voit que cette démocratie, elle est vraiment très menacée.
Et justement, selon vous, est-ce que Donald Trump a des chances, même si on est un peu loin de l'élection, mais est-ce qu'il a des chances d'abord d'être le champion des Républicains, et puis est-ce qu'il a des chances de gagner cette élection cette fois-ci? Alors, il a des chances d'être le candidat désigné des Républicains, puisqu'il garde une base solide, plus ou moins 30% de l'électorat général, et une proportion supérieure au sein de l'électorat républicain, qui le suivrait jusqu'en enfer, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Ce sont ceux qui vont dans les meetings, qui l'adorent, qui sont dans un processus vraiment sectaire, d'admiration du chef, du grand leader populiste. Et donc ces gens-là veulent Trump, ils ne veulent pas une copie de Trump. Et derrière, il y a beaucoup de barons ou petits barons républicains qui voudraient prendre sa place. Et donc du coup, les voix vont se disperser entre Trump et les anti-Trump au sein du Parti républicain. Et mathématiquement, ça lui donne des chances. Néanmoins, je crois qu'on va assister à quelque chose de jamais vu, c'est-à-dire 1 an et demi de campagne électorale, primaire, puis peut-être campagne générale si Trump était le candidat, au milieu d'un feuilleton judiciaire inimaginable, avec des inculpations contre Trump, des appels, des scandales, une mise en cause évidemment de l'indépendance de la justice, accusée de faire une justice politique. Et rien ne le freinera. Rien ne le freinera. À moins qu'il y ait un juge qui prononce une peine d'inéligibilité et que la Cour suprême le confirme, parce que quand même, il irait bien jusque-là. Même en prison, il peut faire campagne. Donc c'est tellement explosif, enfin il n'y a pas de parallèle dans l'histoire. Mais est-ce que les Américains aujourd'hui sont prêts justement à avoir un président dans 2 ans comme Donald Trump? Parce que c'était quand même une machine à perdre. Hein. Les mi-termes, justement, les démocrates ont limité la casse. Les dernières élections, il l'a perdu. Est-ce que l'Amérique aujourd'hui, elle s'est transformée de sorte à justement pouvoir faire une nouvelle place à Donald Trump? Alors j'ai envie de vous dire, normalement non. Et les cadres du Parti républicain, les élus, même beaucoup de sponsors, ceux qui payent les campagnes électorales, voient effectivement Trump comme une machine à perdre. Vous savez, c'est la pièce de Ionesco, Amédée, où comment s'en débarrasser. En scène, vous avez un couple qui a un cadavre dans la chambre. Comment s'en débarrasser? Parce que Trump leur a fait perdre les élections de 2018, les législatives, la présidentielle de 2020, peu ou prou les législatives de 2022, donc qu'il puisse réunir sur son nom une majorité d'électeurs en novembre 2024, ça ne paraît pas possible. Maintenant, il y a tout ce feuilleton judiciaire et il y a la faiblesse du camp démocrate en face, dont on reparlera peut-être ensemble, mais qui évidemment joue un rôle. Oui, alors en même temps, effectivement, Trump est un formidable fédérateur chez les démocrates. Hein. On vote pas Biden, mais on vote contre Trump. Hein, voilà. Et alors là, justement, l'âge du capitaine, ça c'est une grande question. On va regarder Donald Trump lui-même qui le commente, l'âge de Joe Biden qui s'est représenté, qui sera vraisemblablement lui, le champion démocrate, ce qui pose toutes sortes de questions. On regarde cet extrait de réaction de Donald Trump après l'annonce de la campagne par Joe Biden. Biden announced his presidential campaign by, get this, a prepackaged video. I was going to do that for you today. I'll do a little video, send it up to New Hampshire. You wouldn't have been very happy about that. But when you're running for president, you think at least one time you'd get up and say, I'm running for president. Where am I going? Where the hell am I going? I want to get out. Oh, no, over there. Est-ce qu'une démocratie comme les États-Unis, où le camp démocrate, la moitié du pays, n'a que justement un homme comme Joe Biden, qui a 80 ans et qui aura 82 ans lors de la campagne, à présenter? Ça, c'est pas un problème, Philippe? Oui, c'est un souci que connaissent toutes les démocraties occidentales, mais comme leader, il y a les États-Unis, encore une fois, dans ce domaine, à savoir que aujourd'hui, dans les démocraties, il y a une fatigue démocratique des peuples. Donc une fragmentation de l'électorat dans des sectes plus ou moins dangereuses, bizarres, brutales, voilà. Et les gens censés, qui pourraient faire de la politique, qui aujourd'hui sont assez mûrs pour ça, 40 ans, 50 ans,
travaillent ailleurs et font autre chose parce que c'est devenu un pilori, c'est devenu trop dangereux d'être président de la République ou Premier ministre ou ministre, et les jeunes gens raisonnables fuient cette folie. Il n'y a plus que des dingues qui veulent être président de la République, c'est-à-dire Trump, ou des gens qui disent « il n'y a personne pour prendre ma place », comme Biden, et qui y va parce que c'est un grand homme d'État. Biden, c'est un homme d'État de longue date, et qui se dit ben, « je ne peux pas laisser mon pays dans cet état-là ». Mais que fait que 2 personnes de 80 ans soient les seuls candidats crédibles aujourd'hui, en dit très long sur la désaffection des élites à exercer un pouvoir pour le bien commun. C'est un vrai problème démocratique. Et c'est ce qui se produit en France, d'ailleurs, parallèlement, puisque aujourd'hui, si les élections avaient lieu, il n'y aurait que 2 hôpitaux psychiatriques qui se battraient entre eux, c'est-à-dire l'extrême droite de Marine Le Pen et la NUPES de Mélenchon. Au milieu, personne. Il n'y a personne. Si Macron s'en va, il n'y a plus personne. Vous êtes d'accord avec ça, Nicole Bacharan? C'est parce que justement la politique fait peur aujourd'hui que les démocrates n'ont plus personne à présenter? Ah oui, mais c'est certain. Philippe a totalement raison là-dessus. Il y a une pauvreté de la classe politique américaine parce que les gens ne veulent pas se soumettre eux-mêmes, leur famille, à ce jeu de massacre qui est d'une violence incroyable. Et effectivement, au fond, Biden n'a pas tellement le choix. Bon, d'abord, il est en politique depuis 50 ans. Donc, il faut bien dire que c'est sa raison de vivre et qu'à un moment, y renoncer, ça veut dire renoncer à la vie. C'est fini pour lui. Mais au-delà de ça, il a une vice-présidente dont il ne peut pas se défaire. Il ne peut pas dire « je me suis trompé ». Kamala Harris, sur laquelle on misait beaucoup, voilà, effectivement. Une femme qui a 50... Qui est dans un placard. Enfin, on ne sait pas trop où elle est. Elle la ressort de temps en temps. Voilà, mais elle n'imprime pas, comme disent mes enfants. Métisse, femme, qui est éventuellement première présidente des États-Unis. Donc, elle c'est pas une candidate solide. Et il y a énormément d'avantages pour un président sortant à se représenter, et pour son camp. Parce qu'il n'y a pas de primaire. Dans ces cas-là, il y a un simulacre de primaire, mais les potentiels candidats démocrates, je pense par exemple au gouverneur de Californie, n'y vont pas, parce que c'est affaiblir son camp. Tout le monde a bien constaté, en France également, hein, que les primaires, c'est une machine à perdre. Le candidat qui émerge, d'abord, il est généralement élu par une partie assez extrême de l'électorat, dans ce cas-là démocrate, parce que c'est des élections dont les Américains sont là, ils ne vont pas voter, donc c'est les plus motivés qui vont voter. Et celui qui émerge, il arrive pour l'élection finale, couvert de bleu, avec mais il se prépare pour la suite. Voilà, avec des clips dévastateurs où son propre parti l'a démoli pour dire qu'il n'est pas bon sur ceci et sur cela. Historiquement, là, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est pas bon de changer de cheval, si vous voulez, entre 2 mandats. D'autant que les mandats sont courts. Les mandats sont courts et le président, même si ça n'est pas légal, en fait, fait quand même une campagne avec la fonction présidentielle. Il y a des crédits, il y a des voyages. Il n'a pas le choix. L'impact international, c'est inévitable. Donc il y a un avantage, mais c'est vrai que 82 ans d'un côté, 78 ans de l'autre, les États-Unis ne devraient pas être une gérontocratie. C'est une nation vraiment jeune, où on fait encore beaucoup d'enfants. Alors, un des grands enjeux, et d'ailleurs Biden a commencé sa campagne là-dessus, il l'amènera probablement là-dessus, c'est qu'il est le garant justement de la démocratie face à Trump. Mais, ce que je disais en introduction, qu'est-ce que ça changerait réellement que Donald Trump ou même Ron DeSantis, l'autre républicain justement qui vise, un bébé Trump qui vise à concurrencer Donald Trump, accède au pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a presque la moitié des États américains qui ont accepté de limiter le droit à l'avortement, des lois, si on se trouve en Floride, justement, l'État du gouverneur républicain Ron DeSantis, ou en Californie, on ne vit pas dans le même pays. Et ça, Biden n'y a mis aucun frein. Il y a de plus en plus de lois liberticides, presque discriminantes, évidemment. Et ça, Biden n'y peut rien. Et on est dans un pays où le pouvoir, bien souvent en dernier recours, revient aux juges, à la Cour suprême, où Donald Trump a réussi à faire basculer, avec la nomination de 3 juges ultra-conservateurs, vers une majorité, honnêtement, de théocrates. Enfin, c'est vraiment des ultra-religieux qui tiennent les clés de la Cour suprême. Vous mentionnez très justement la question de l'avortement. Ça va être très intéressant de voir quelle place ça va prendre dans cette campagne électorale et dans le vote. Parce que la question de la contraception, de la grossesse, de l'avortement, ce n'est pas une question
républicaine ou démocrate pour une femme. Et d'ailleurs, outre le libre choix, c'est aussi très souvent une question de santé, pure et simple. Et depuis que la Cour suprême ne protège plus le droit à l'avortement, il y a eu différents scrutins où cette question a joué un rôle, soit des référendums locaux, soit des élections locales, maires, gouverneurs, élus locaux. Et chaque fois, le candidat ou la position anti-avortement ont perdu, même dans des États très conservateurs. La Caroline du Sud vient d'accepter et quand même progressivement, une bonne partie des États-Unis aujourd'hui limite ce droit à l'avortement et voire ce qui est pendant aussi, c'est l'accès à la pilule abortive aussi, qui est pendant. La décision n'a pas été encore rendue par la Cour suprême et ça, Biden, encore une fois, n'y peut rien, n'y fait rien. Il pourrait s'il avait une majorité au Congrès, parce que la Cour suprême est tenue d'appliquer la loi votée par le Congrès. Donc on pourrait imaginer, avec des difficultés légales, des recours, etc., mais néanmoins une loi protégeant le droit à l'avortement à l'échelle fédérale. Cette majorité, elle n'existe pas. Et donc on a une citoyenneté à deux vitesses pour les femmes, où certaines peuvent se faire soigner ou avoir le choix d'avoir ou non un enfant, et d'autres ne le peuvent pas. Et on enregistre de plus en plus la réalité de ça. Des femmes qui doivent mener à terme des grossesses avec un fœtus qui est condamné, elles le savent, elles le portent, elles savent qu'il vivra quelques heures, peut-être même pas. Des femmes à qui on dit « oui, là ça se passe mal, vous allez avoir de grosses complications, mais revenez quand vous serez très malade, quand vous aurez une septicémie par exemple ». Donc c'est absolument dramatique, il y a une inégalité sociale et également qui est très forte. Celles qui ont plus de moyens, elles se déplacent plus facilement vers des États où l'avortement est encore possible. Mais c'est vrai que Ron DeSantis, pour en revenir au début de votre question sur qu'est-ce que ça changerait, Ron DeSantis, c'est pas encore fait. Il veut signer la loi, mais enfin bon, avant qu'elle se mette en place, ça prendra un peu de temps, à interdire au-delà de 6 semaines. 6 semaines, ça veut dire interdiction totale de l'avortement. Parce qu'on ne se rend pas compte, effectivement. Sauf en cas de viol ou d'inceste. En cas de viol ou d'inceste, dans un état aussi restrictif, où les médecins sont terrifiés à l'idée de se retrouver en prison quand même, ça veut dire qu'il faut passer devant un juge. Il faut que la gamine, éventuellement, elle aille dire « j'ai été violée par mon beau-père, j'ai 15 ans », et il faut que ce soit entériné par un juge. Donc c'est une interdiction radicale, comme au début du siècle. Donc, et Ron DeSantis est encore plus à droite sur toutes ces questions culturelles et sociales que Donald Trump. Donald Trump, c'est un immense narcissique. Si vous me permettez d'être grossière une minute, il n'en a rien à foutre de rien, à part d'être au pouvoir, d'avoir toutes les lumières braquées sur lui, de dire « je suis le plus beau, je suis le plus fort ». Et son programme, c'est de se venger des gens qui ne l'ont pas aidé à rester au pouvoir en 2020. DeSantis, c'est un véritable idéologue. Voilà. C'est un idéologue d'extrême droite. Oui, et puis décomplexe un peu à la manière de Zemmour, il décomplexe le discours de Donald Trump, il le rend acceptable, comme Zemmour a fait avec Marine Le Pen. C'est vrai, mais ça demande une petite réflexion et un peu de perspective. Parce que les États-Unis, ils sont menacés par quoi ? Ils sont menacés par déjà les velléités de sécession chronique des États du Sud, ils sont menacés par l'hyperpuissance de certains industriels de la tech. La démocratie américaine est menacée par ça. Ils soutiennent Trump ou DeSantis. Et donc, ils sont menacés aussi par quelque chose d'hallucinant, c'est-à-dire que ce soit l'identité des Blancs du Sud ou l'identité des woke, c'est un énorme archaïque problème identitaire qui met aussi l'équilibre démocratique en danger aux États-Unis, comme chez nous d'ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des problèmes qui reposent sur rien de réel. Ces identités sont des identités fantasmées, évidemment. Bon, mais c'est un problème identitaire chez les woke, les machins, le mouvement antiraciste, néo-antiraciste et les mouvements blancs, etc. C'est des questions d'identité. Et dernière chose encore plus archaïque qu'on retrouve en Iran, par exemple, c'est la question précisément des femmes. C'est-à-dire que les États-Unis sont travaillés par le même dilemme archaïque épouvantable que les femmes ont-elles le même droit que les hommes, comme en Iran, si vous voulez, comme en Arabie Saoudite. C'est dire si cette question n'est pas réglée, si la question qui, une fois de plus, ne repose sur rien de réel, puisque tout le monde sait que les femmes
Il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas le même droit que les hommes. Donc, et le droit sur leur corps, c'est un droit fondamental, mais fondamental, qui est déjà dans le droit romain, qu'on retrouve dans le droit médiéval. Enfin, mais ça fait rien, ça continue à être un objet de débat dans la démocratie la plus moderne et la plus puissante du monde, comme en Iran. C'est quelque chose d'incroyable de voir la subsistance de ces archaïsmes au sein des sociétés les plus modernes. La question des valeurs, parce qu'elle est cruciale aujourd'hui, woke contre Trump. Mais c'est les mêmes conneries au fond. Oui, mais c'est pas, ça touche aussi les homosexuels, les trans, tout est matraquage. identité. Et c'est plus important que le pouvoir d'achat, que le pain aujourd'hui, ces questions-là, parce que Biden finalement Toujours. a plutôt bien réussi, en tout cas Oui, sur ce plan économique. son bilan est pas mauvais. Je veux dire, il a fait voter un énorme train de mesures de soutien pour le Covid, un énorme plan d'investissement sur 10 ans dans les infrastructures, et Dieu sait qu'aux États-Unis, je vous assure que c'est pas du luxe. Idem, c'est le fameux programme anti-inflation qui fait grincer des dents en Europe, parce que c'est vraiment du protectionnisme américain. Du Make America Great Again. Il applique, oui, c'est vrai. Mais politique à la Trump. C'est approuvé, ça soutient l'économie, les investissements massifs dans tout ce qui est très haute technologie, semi-conducteurs, physique quantique et des tas de domaines que je ne connais pas, mais dont Il maintient l'inflation. L'inflation, elle est à 5% aujourd'hui. Et sans compter l'Ukraine, je veux dire, Biden, il tient ça à bout de bras, la coalition occidentale face à la Russie. Mais si vous voulez, l'inflation, c'est un problème dans beaucoup de familles et on peut tout à fait le comprendre. C'est un problème pour nous tous. Ça suscite de l'inquiétude, ça peut susciter même des choix politiques, mais ça ne suscite pas la passion. Voilà. Or, je pense qu'on vote par passion avant toute chose. Et souvent des passions hostiles. Hostiles à tel groupe qui ne vous ressemble pas, hostiles à l'immigré qui arrive, hostiles à un mode de vie, disons, libéral qui viderait les églises et l'identité américaine telle que certains la voient. Et c'est vrai que Trump a joué uniquement sur les passions, et les passions souvent remplies de colère et de ressentiment. Et Ron DeSantis, qui va emprunter ce cheval-là avec peut-être une construction idéologique plus solide, pour l'instant, je voudrais peut-être l'opposer dans 6 mois, mais il ne sait pas susciter la passion, alors qu'un Trump qui est un showman, il a ça. Il faut lui greffer une personnalité, comme dirait Trump. Juste avant qu'on finisse cette première partie, vous avez mentionné, on a mentionné les barons de la tech. Précisément, Ron DeSantis a fait son annonce sur Twitter parce qu'il est soutenu officiellement par Elon Musk. Sam Altman, le patron de ChatGPT, lui est plutôt dans le camp démocrate. Mais l'introduction de ces barons de la tech dans cette campagne, quelle menace, quel danger ça va avoir, à votre avis ? Ça a beaucoup de poids, hein. Ça a énormément de poids. Je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que s'il y a pas c'est même pas quantifiable de ce que ça représente comme argent de publicité. Normalement, en France, il y a un contrôle des sommes dépensées, mais là, une manipulation aussi de l'information. Et de manipulation. Et comment faire confiance à ce qui est dit dans ces réseaux sociaux, qui sont des tissus de mensonges et qui abreuvent les gens, qui n'ont pas forcément les outils critiques pour décoder, c'est le moins qu'on puisse dire. Même nous, dont c'est le métier de décoder, avons parfois du mal à démêler le vrai du faux alors que c'est notre boulot. Comment les gens peuvent faire pour démêler le vrai du faux aujourd'hui dans ces affaires-là ? Et c'est vrai qu'il y a la place de l'argent dans les campagnes américaines qui est sans limite. Sans limite. Ça, merci la Cour suprême en 2010. Ils ont vraiment ouvert les vannes. En fait, il n'y a plus de contrôle. Donc, il y a l'argent du pétrole. L'argent du pétrole, c'est des dimensions inimaginables et c'est des puissances internationales, les grandes compagnies pétrolières. L'argent de l'armement aussi. Il y a le fameux complexe militaro-industriel. Ça profite plutôt à Biden parce qu'il a fait assez juste avec les lobbies du pétrole, avec les lobbies. C'est d'ailleurs un grand homme de lobby. Il vient du Delaware, qui a un État, il n'est pas exempt. Il a besoin d'argent pour faire campagne, lui aussi. Et il y a effectivement l'argent de la tech, qui est de l'argent international et très peu contrôlé. Oui. Mais sur les outils, qu'est-ce que ça peut changer ? Est-ce que ça va démultiplier justement les fake news ? Enfin, je veux dire, on avait l'impression déjà d'avoir atteint des sommets, mais là, avec la puissance aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on a ? Il y a tout ce que disait Philippe, c'est-à-dire la difficulté pour nous tous à décrypter le vrai du faux, le fiable du n'importe quoi. Mais en plus, il y a les progrès constants des ingérences étrangères.
Les trolls russes en 2016, qui ont vraiment aidé Trump, c'était un peu des débutants. Là, ils ont beaucoup perfectionné leurs outils. Les Chinois s'y mettent, les Iraniens s'y mettent. Et tout ça peut faire basculer une élection américaine, alors que pour des raisons compliquées à expliquer, se retrouve toujours en gros à 50-50. Et on a 20 000 électeurs du Wisconsin qui basculent en les poussant un petit peu dans le sens souhaité par ces puissances étrangères. Et ça change la face du monde. On parlait de qu'est-ce que ça changerait si Trump était élu. Alors au niveau national, il y a beaucoup de choses, mais au niveau national, ce serait vraiment une catastrophe. Comme les fake news ont fait basculer l'Angleterre dans le Brexit. Exactement. On va en parler justement, ça nous occupera dans cette deuxième partie. L'aspect international, qu'est-ce que l'élection et le retour de Trump provoqueraient sur les relations internationales notamment, et la guerre en Ukraine, ses liens avec l'Europe surtout. Ce sera le sujet de cette deuxième partie. On se retrouve très vite. Le point de retour, comme celui peut-être de Donald Trump à la tête des États-Unis en 2024. Mais pour changer quoi, notamment sur la scène internationale, on continue d'en parler avec notre invitée Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis, écrivaine aussi. J'ai cité en introduction son dernier livre, votre dernier livre, La plus résistante de toutes, qui est un livre admirable sur votre mère, une enquête minutieuse sur Ginette Guy, votre mère, toute jeune engagée dans la résistance à 18 ans, par amour, on peut le dire, pour un jeune juif, Jean Oberman, et qui pose évidemment ce livre une question universelle aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est encore prêt à mourir ? Pourquoi est-ce qu'on l'était à l'époque ? Pourquoi est-ce que votre mère était prête à mourir et après, très concrètement, à braver les pires choses comme la torture ? Pour la liberté. Et c'est vrai que, comme je travaille sur les États-Unis, en général, on m'oppose très souvent ce concept de liberté qui est, aux États-Unis, on vend tout au nom de la liberté, des choses formidables, des choses beaucoup moins bien. Et philosophiquement, Philippe est mieux placé que moi pour en parler, c'est compliqué à définir la liberté, sauf si on l'a perdue. Alors, si on l'a perdue, c'est la chose la plus simple du monde. Je pense que ou si on en est privé, pour les jeunes iraniennes, qu'est-ce que c'est la liberté ? Je pense que vraiment, ça ne prend pas des heures de discussion. Et je pense que pour ma mère, donc, qui avait 18 ans en 1942, la liberté, c'était la valeur suprême. Et ce qui va avec la liberté, c'est non seulement la possibilité de choisir sa vie, mais c'est l'exigence d'une justice, d'une égalité entre les êtres humains. Égalité de droit. Voilà, c'est l'idée du droit de l'individu. C'est le refus de la mise à l'écart d'une catégorie de personnes pour des raisons ineptes et de l'emprisonnement, voire du massacre de ces personnes-là. Et c'est vrai que ma mère, elle est arrivée à Toulouse en 1942, elle n'avait pas tout à fait 18 ans. Elle n'avait pas une formation politique particulière. Son père était assez rigoureux sur les valeurs républicaines, mais enfin, c'était vraiment une gamine. Et elle s'est retrouvée à Toulouse à travailler pour un fourreur juif. Et il s'est trouvé que donc le patron était juif, beaucoup d'employés aussi, beaucoup de clients aussi. Elle a rencontré ce garçon magnifique, Jean Oberman, réfugié de Pologne, dont elle est tombée folle amoureuse. Et elle a vu les menaces, la privation de certains droits, les spoliations, et puis les rafles et les disparitions. Et pour elle, ça a commencé comme ça. Il y a un ami d'amis, Jean lui-même, qui lui a dit « Écoute, j'ai 2 copines qui arrivent de Pologne, elles ne savent pas où dormir, est-ce qu'elles peuvent venir chez toi ?» On part, à une époque, il n'y avait pas de presse libre du tout. Donc la rumeur jouait un rôle considérable. Rumeur de rafles dans Toulouse, et il y a eu effectivement de vraies rafles à l'été 42. Un tel, il préfère pas rentrer chez lui cette nuit, est-ce qu'il peut venir chez toi ? Et elle s'est retrouvée avec un feu roulant, enfin c'est pas l'expression, mais un tourniquet de personnes, d'amis qui venaient dormir chez elle. Et vraiment, en écrivant ce livre, je me suis posé la question qu'on se pose tous. Mais pourquoi elle a fait ça ? Elle n'était pas juive, elle aurait pu faire profil bas, elle n'avait pas besoin d'aller jusqu'à dénoncer, mais enfin, elle aurait pu essayer de se mettre à l'abri. J'ai cherché vraiment à comprendre ça, et je me suis aperçue que la seule réponse que je pouvais donner,
c'est que pour elle, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Un tel est menacé, il cherche un endroit pour dormir. Toi, tu as un petit appart où il pourrait venir, tu ouvres ta porte. Elle savait que c'était dangereux. Elle ne savait pas jusqu'à quel point c'était dangereux. Mais enfin, l'arrestation, la prison, ça, c'était des choses qu'elle envisageait. Oui, parce que c'est vraiment une figure d'héroïne pure, hein. Je suis désolée de ce mauvais jeu de mots, mais une figure d'héroïne pure parce qu'effectivement, elle n'était pas concernée. Elle endosse un combat qui n'était pas le sien, a fortiori. Elle va très très loin, elle affronte le pire. Hein. Le pire, ce qui évidemment nous angoisse tous, hein, la torture, la souffrance physique abominable dont elle ne vous parlera jamais. Donc on ne sait pas jusqu'à quel point, mais on peut supposer, quand on a passé par les geôles de la Gestapo, ce qui est le pire. Et après, elle n'en fait même pas une gloire après la guerre. Du tout. Elle n'en fait pas une gloire, elle revient à son anonymat, etc. Et ce type de figure, il y a une définition que j'aime beaucoup de Tsvetan Todorov, qu'on va ressortir, ce type de figure qui en fait privilégie les valeurs morales aux valeurs vitales, ce que font la plupart des gens. Comment est-ce que ça se fabrique? Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça aujourd'hui, Philippe? C'est difficile à savoir tant qu'on n'est pas confronté au pire. Il est difficile pour nous de comprendre ce qu'a pu vivre cette femme, comme il est difficile de comprendre les jeunes filles iraniennes qui, au risque de leur vie, au risque de se retrouver dans les prisons où on torture aussi de la police iranienne, enlèvent leur voile dans les rues et sont détenues dans les rues, parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas le choix. Il y a un moment dans la vie où l'absence de liberté équivaut, il y a la mort possible, ou peut-être vivre mieux. Mais si on ne vit pas mieux, pourquoi pas la mort? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, ça, nous, parce qu'on n'a pas... On est gâtés. Mais on peut comprendre qu'il y ait quelque chose comme ça qui se passe et où l'éventualité de la mort fait partie de la liberté. En plus, ce que dit Nicole est très important, je pense qu'on comprend ce que c'est que la liberté quand on comprend qu'on n'est pas libre. Sinon, on ne sait pas ce que c'est que la liberté. Et d'ailleurs, elle n'existe pas, la liberté. Tant qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas libre, il n'y a pas de lutte pour être libre. La liberté est vraiment une lutte. C'est pour ça que, par exemple, on l'a vu pendant les révolutions, on tue pour l'égalité. On tue des gens au nom de l'égalité. Mais en revanche, on meurt au nom de la liberté. C'est que la grande différence entre ces deux termes, liberté et égalité. On commet des crimes au nom de l'égalité, mais on est prêt à mourir pour la liberté. Mais est-ce qu'on est encore capable de le faire aujourd'hui? D'ailleurs, la question se pose aussi pour les États-Unis, hein, parce que quand même, les États-Unis sont aujourd'hui engagés en Ukraine matériellement, mais le tabou, c'est pas un soldat américain sur le sol ukrainien et pas un cadavre américain doit revenir aux États-Unis. Et donc, en quoi justement, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'envoyer nos enfants ou nous-mêmes à la mort dans nos démocraties occidentales? Ça, c'est une question absolument tragique et qui revient à ce que Philippe dit. Est-ce qu'une vie où on est éventuellement privé de liberté, où on se retrouve sous le joug d'un Vladimir Poutine à Boutcha ou à Mariupol, est-ce qu'on veut vivre cette vie-là? Et effectivement, on peut se battre pour essayer de garder ou conquérir sa liberté, et si on meurt dans l'affaire, tant pis, parce qu'on ne veut pas on ne veut pas de cette vie-là. Alors c'est vrai que les Américains, dont je ne cacherai jamais les crimes le long de leur histoire, il y en a eu beaucoup, mais ils sont très engagés en Ukraine. Alors, il y a des dimensions de crédit, de livraison d'armes, de soutien logistique, de soutien de renseignement, etc., qui sont énormes. Et il y a quand même quelques Américains sur le sol ukrainien. Ils ne sont pas sur le front, ils ne sont pas visibles, mais enfin, ils sont quand même là. Mais ce qui change... Mais est-ce que le peuple américain accepterait aujourd'hui, justement, que ces soldats meurent pour la liberté d'autrui, voire même la sienne? Il faut voir jusqu'à quel point ces Américains, on parlera de nous peut-être après, seraient convaincus que leur propre liberté en dépend. C'est vrai que quand le président français a dit en gros Taïwan c'est loin, vous avez eu un sénateur républicain américain donc pour dire oui enfin l'Ukraine c'est très loin hein, pour eux de l'autre côté de l'Atlantique. La plupart des gens s'en moquent et sont voire contre la guerre, la participation des États-Unis à la guerre en Ukraine. Aux États-Unis c'est une réalité aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à travers ce livre et la manière dont il vit sa vie, aujourd'hui, je rencontre beaucoup
beaucoup de gens, des gens un peu plus jeunes que moi, un peu plus âgés que moi, pour qui ça réveille beaucoup de souvenirs familiaux, de choses non explorées, sur les familles qui ont fait le bon choix, d'autres qui ne l'ont pas fait, donc parfois les deux choix dans la même famille. Mais il y a beaucoup de gens vraiment très jeunes, des gens de 20 ans, qui me disent, Ginette, donc ma mère, désormais ce sera une inspiration, parce qu'elle nous montre que dans ce monde où on se sent tout petit, sans pouvoir, totalement anonyme, écrasé par les défis qui se posent à nous, eh bien on peut quand même faire quelque chose. Et ça, je trouve qu'au moins, si on peut transmettre ça, on peut quand même toujours faire quelque chose. Alors si on revient à la géopolitique, ce qui change tout dans la position américaine, c'est l'arme nucléaire. Le fait qu'ils ne veulent pas mettre le petit doigt dans un engrenage qui pourrait amener Vladimir Poutine à lâcher une bombe nucléaire. Mais quand même, leur engagement est très fort et l'engagement de beaucoup d'Européens est très fort. Et puis, pour revenir à l'histoire de votre mère, on voit très bien dans votre livre à quel point ils étaient peu nombreux. Très peu de résistants pendant la guerre avant 1944. Et, vraiment très peu. Mais c'est eux qui sont restés dans l'histoire. Et très peu. Et là, vous citez aussi cette belle histoire, il faut le dire, de ce couvent de ces religieuses qui ont pris aussi le risque pour leur vie de cacher 88 enfants juifs. Ils n'étaient pas nombreux non plus. Même les religieux qui cachaient 1 ou 2 enfants. Enfin, je veux dire, il y avait effectivement pas beaucoup de résistants à l'époque non plus. Oui, la hiérarchie catholique n'a pas brillé. Je crois que sur tous les évêques de France, il y en a eu 8 qui ont protesté contre les déportations. De Toulouse, et voilà, exactement. Et c'est par l'archevêque de Toulouse, Saliège, que ma mère est rentrée dans ce réseau-là aussi, sans même savoir que le réseau existait, parce qu'il faut en dire le moins possible. Mais elle a aidé à cacher, dans le couvent que vous citez, le petit frère et la petite sœur de son fiancé. Et ce couvent faisait partie de ces institutions que l'archevêque de Toulouse a mobilisées. Il y avait des foyers, il y avait des fermes, il y avait des pensionnats, il y avait des couvents où on tentait de disperser des enfants juifs pour les protéger. Il fallait leur trouver de fausses identités, de faux papiers. Il fallait les nourrir tous les jours, il fallait les habiller tous les jours. Il fallait qu'ils ne parlent pas. Même les plus petits de 2 ans, il ne fallait pas qu'ils vendent la mèche. Il ne fallait pas que les villageois ou les habitants du lieu se doutent de la moindre chose. Et ceux qui ont eu le courage de protéger ces enfants, vous le disiez, ils en prenaient 2-3 pour les noyer dans la masse des autres gamins, alors qu'au couvent de Massip, qui se trouve dans l'Aveyron, la religieuse qui dirigeait les a tous acceptés. Et elle a sauvé presque 90 personnes. Oui. Alors, la question concernant la guerre en Ukraine qu'on se pose aussi, c'est est-ce que Donald Trump, justement, s'il arrivait au pouvoir, est-ce qu'il il a dit qu'il la réglerait en 24 heures, mais est-ce que, justement, il retirerait l'aide qui est actuellement donnée à l'Ukraine ? Je pense qu'il n'en sait rien lui-même. Et son goût personnel, et sans doute pour des mauvaises raisons, peut-être d'un rapport de force avec Poutine qui joue en la défaveur de Trump. Peut-être qu'il a des renseignements sur Trump ou je ne sais pas trop quoi, mais les Ukrainiens seraient dans le plus grand danger, mais pas que les Ukrainiens. Nous, là, toute l'Europe serait en très grand danger, du coup. Nous serions dans un rapport de force extrêmement défavorable dans un monde qui devient de plus en plus agressif, où déjà les États entre eux, de toute façon, c'est la loi du plus fort, mais actuellement, quand on lit la presse internationale tous les jours, on voit bien la montée des haines, la montée des rivalités, la montée de... Donc, nous avons besoin, 1, de nous réarmer très vite, 2, de ne pas nous fâcher avec les Américains, que les Américains ne nous laissent pas tomber, comme ils nous ont laissé tomber du temps d'Obama. Ils ont regardé juste vers le Pacifique, ils ont laissé tomber les Européens, aux grandes dames d'ailleurs des dirigeants européens de l'époque qui n'arrêtaient pas de lui faire des grands signes en disant « mais nous, Lana, on existe ». Et je pense qu'Obama a fait une très grosse faute politique. Avec la ligne rouge en Syrie, c'est une catastrophe. Bachar el-Assad qui revient. Voilà. Ça, c'est terrible. Quand on parle de torture et de souffrance, on peut mentionner la Syrie, l'Afghanistan, l'Iran aussi, mais justement, des anciens affidés des États-Unis, aujourd'hui, comme l'Arabie Saoudite, qui est en train de faire un deal avec l'Iran, malgré toutes les exactions, etc., pose la question de, justement, quel est le vrai pouvoir des États-Unis aujourd'hui sur la place du monde, y compris avec ses alliés naturels ? C'est quand même un pouvoir qui s'amenuise.
D'ailleurs, très souvent, on parle du président des États-Unis comme l'homme le plus puissant du monde. Dans son propre pays, il est moins puissant, évidemment, qu'un Xi Jinping, mais il est même moins puissant qu'un Emmanuel Macron, qui a les coups des plus franches pour mener la politique intérieure, qui souhaite même la politique internationale. Bon, néanmoins, les États-Unis restent la première armée du monde, la première économie du monde, mais on voit qu'il y a de plus en plus de puissances ou de pays qui veulent être des puissances, qui jouent des fois la carte chinoise, des fois la carte américaine, des fois une autre carte locale, la Turquie, la Russie, l'Iran, l'Inde, le Brésil. Tout ça, ça ne sont plus des alliances, ce sont des deals au cas par cas, et c'est un monde qui malheureusement ressemble à Trump, où les valeurs ont de moins en moins de place. Alors qu'est-ce que changerait Trump s'il arrivait au pouvoir là-dedans ? Écoutez, si vous me le demandez aujourd'hui, franchement, ça serait une catastrophe. Ouais. Ça serait tout simplement une catastrophe. Il n'a aucune vision pour nous, d'abord. Pour Européens. Européens. Parce qu'il n'a aucune vision du monde. Tu as raison de le dire. Il a une vision de lui-même. Une grande admiration pour les autocrates. Et il aime Poutine, il aime Xi Jinping, même si la rivalité avec la Chine est très forte autour de l'argent, parce que ça, c'est quand même un concept très clair pour lui. Mais il a tellement eu envie de faire partie du camp des hommes forts. Et au-delà de ça, il dit n'importe quoi. Je veux dire, je réglerai la guerre en Ukraine en 24 heures. Ça veut dire, je dirais à Vladimir Poutine, que veux-tu en Ukraine ? Un morceau comme ça, eh bien écoute, tu le prends et on passe à autre chose. Il n'y a pas d'autre rationalité possible. Et évidemment, les Ukrainiens et même une bonne partie des Européens, je crois, ne l'entendraient pas de cette oreille. Il avait promis de régler la question de l'arsenal nucléaire nord-coréen en parlant d'homme à homme avec Kim Jong-un. Bon, l'arsenal fleurit et se développe. Il avait dit qu'il contraindrait les Iraniens à revenir à un meilleur accord, enfin à développer un meilleur accord sur le contrôle du nucléaire en sortant de l'accord qui existait. Moralité, il n'y a plus un seul inspecteur occidental et les Iraniens foncent vers la bombe. Je pense que la racine à garder en tête, c'est que Trump n'est ni un démocrate ni un républicain. C'est un populiste tendance autocrate et qui n'a aucune vision du monde, sinon moi d'abord. Mais vous l'avez dit, chacun joue sa partition. Aujourd'hui, il y a la Chine et les États-Unis qui nous font croire que le monde est compartimenté en deux. Mais en réalité, l'Inde, le Brésil, enfin, la plupart des puissances ou des puissances montantes, la Turquie, etc., effectivement, font des deals avec les uns, avec les autres, sauf l'Europe qui s'est rapprochée considérablement des États-Unis depuis la guerre en Ukraine. Est-ce que là, elle ne s'est pas mise dans une situation de dépendance qui va lui exploser à la figure si justement Trump revient au pouvoir et coupe le lien? Elle n'a pas le choix. L'Europe n'a pas le choix. Pour une raison qui n'est pas économique. Parce que on pense que l'argent mène le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'argent qui mène le monde. Ce n'est pas cette puissance-là qui mène le monde. Ce qui mène le monde, c'est les idées, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. Et l'Europe est une idée bâtie sur le droit, qui ne peut pas s'allier avec les dictatures. Et les dictatures, pourquoi ? C'est pas tant même sa volonté à elle, c'est que les dictatures détestent l'Europe, qui est un contre-exemple à l'exercice du pouvoir local. Regardez ce qui s'est passé en Turquie. La lire est à 100% d'inflation. Les gens bouffent des cailloux. Les gens sont malheureux. Ils n'ont pas de droits. Les journalistes sont en prison. Les homosexuels sont traqués. Les femmes sont opprimées. Ça va mal, les gens sont pauvres, les gosses vont très peu à l'école dès qu'on sort des villes, etc. C'est un pays misérable, où règne une injustice considérable. Arrive une opposition qui arrive enfin à se grouper, qui dit « Bon, on va faire descendre l'inflation, on va faire descendre machin, on va faire monter les nouveaux niveaux... » Ils s'en foutent. Ce qui a marché, c'est le discours sur les idées. L'islam, le nationalisme turc, c'est ça qui a gagné, c'est le sacré qui a gagné. C'est le sacré. Or, on vit encore sur ces discours, on vit toujours, et peut-être pour le meilleur et pour le pire. Et l'Europe n'a pas le choix. Elle a les mêmes valeurs que les États-Unis. C'est un mouvement presque imparable. C'est les valeurs qui nous rassemblent. C'est même pas le fric, c'est même pas la puissance de la tech. Pour l'instant, ce sont encore des valeurs. Et combien de temps, j'en sais rien. Mais il est évident que nos liens avec les États-Unis sont beaucoup plus importants que nos liens avec la Turquie, l'Arabie Saoudite ou l'Iran.
Lien ou relation de vassalité, Nicole Bacharon, entre l'Union européenne et les États-Unis? D'abord, on n'a pas le choix. Je suis totalement d'accord avec On a le choix de nos Philippe. partenaires. Mais Non. qu'est-ce qu'on aurait d'autre, en fait, hein? On a des partenaires européens, mais Nos au-delà de ça, partenaires sont oui, des partenaires démocratiques. le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, donc les démocraties. C'est vrai que le choix de vassalité, c'est un choix qui n'est pas absolument écrit d'avance. Je veux dire, au fond, l'Europe n'est pas née pour être faible, l'Europe n'est pas née pour ne pas être capable de se défendre. C'est un choix confortable. Elle est devenue au 19e siècle. Voilà, c'est un choix Elle est devenue confortable faible au d'être 19e. vassal des États-Unis. Mais ce qui est intéressant, prenons par exemple le cas de l'Arabie saoudite. C'est pas dangereux d'être vassal des États-Unis. Mais vous risquez rien du tout. Vous pouvez traîner ce pays dans la boue tous les jours que Dieu fait. On ne craint pas l'Arabie saoudite, il deal d'un côté, il deal de l'autre. Il n'existerait pas sans la protection américaine. Alors en matière de vassalité, c'est bien au-delà de l'Europe. J'en ai parlé en France, en public, pas en privé, je ne l'aurais pas fait, avec Jean-Luc Mélenchon. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez contre l'OTAN ? L'OTAN, ce n'est pas une alliance automatique. Vous prenez l'histoire de l'OTAN, à aucun moment la France n'a été embringuée dans une initiative dont elle ne voulait pas. Ce n'est pas parce que le Conseil de l'OTAN décide une initiative, un pays dit bon, « moi je ne suis pas d'accord, j'y vais pas ». À aucun moment, ça n'a rien d'obligatoire. C'est pas dangereux d'être vassal des États-Unis. Alors des fois, on se prend de grosses vexations. Ils sont pas toujours diplomates. Ils savent qu'ils sont bien plus lourds que nous. Et comment dire, sur le plan économique, voilà, le Inflation Reduction Act, il vous rappelle que bon, ça vous plaît pas, mais vous avez qu'à faire votre protectionnisme à vous. Ouais. Mais encore une fois, c'est sans danger. Et on entend, je sais que tu l'entends, et vous aussi, souvent, les valeurs en Ukraine, tu parles, c'est une question d'intérêt, les Américains s'y retrouvent. Mais s'il n'y avait pas les valeurs, mais qu'est-ce qui nous empêcherait de dealer tranquille avec Poutine ? Bien sûr. On serait tranquille, confortable, On ferait parce des qu'on économies. on est quand même loin de Moscou. Bon, alors évidemment, je sens que les partis politiques en France, ça se réduirait beaucoup. Hein, que les financements suffiraient peut-être à orienter la manière dont on vote ou dont on débat. Mais à la racine de tout, il n'y a que les valeurs. Et pour l'instant, nos valeurs sont quand même assez communes avec celles des États-Unis. Mais très concrètement, on aurait quand même un problème si tout d'un coup les États-Unis nous coupaient sur le temps, notamment si Trump remettait. On aurait un problème. Pourquoi on aurait un problème? Parce qu'on n'a pas d'Europe puissance. Parce qu'on n'a pas d'Europe puissance. On s'est bâti depuis la Seconde Guerre mondiale. On a bâti la paix en construisant l'Europe. La dynamique de la construction européenne a garanti la paix. C'est pas la construction européenne, c'est la dynamique et qui est un système basé sur le droit et non sur la force. On se rend compte aujourd'hui que cette force est indispensable. Mais on peut se trouver mal à l'aise d'être le vassal de qui que ce soit, même si ce sont des amis dont on peut dire le plus grand mal, et sans être puni, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Bon. Et si nous avions réussi à accélérer l'intégration européenne, à accélérer le processus, on pourrait dire fédéral, pour employer des mots complètement tabous européens, on serait plus puissant que les États-Unis. Économiquement, on est plus puissant, on est plus nombreux. C'est de notre faute si on le voulait. Vraiment, si on avait eu la volonté politique unie d'avancer dans nos alliances diverses, y compris la Constitution. On a moins de matières premières que les États-Unis, c'est pas... C'est pas dit. On peut se débrouiller. Oui, bien sûr, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz de schiste. On a des idées. Oui, mais c'est vrai. C'était là. Donc un des grands perdants, pour résumer, un des grands perdants quand même de l'élection de Trump, ça serait l'Union européenne. Bien sûr, ça c'est sûr. Ce serait calamiteux. Parce que c'est le camp démocratique. Voilà, si Trump gagnait avec le personnage en plus encore beaucoup plus radical qu'il est devenu, c'est la démocratie américaine elle-même qui est en jeu. Donc si on n'a plus une garantie démocratique à l'Ouest, on va pas très bien. On est mal.
Donc on est surtout mal ici. Donc on va croiser les doigts, si on vous écoute, pour que Joe Biden repasse le cap. Et donc on va aussi conclure ce point sur les États-Unis et le reste du monde. Que se passerait-il si Donald Trump revenait au pouvoir dans 2 ans? C'est fini, enfin ça commence en réalité. Merci à nos invités, merci à vous Nicole Bacharan, merci à vous Philippe Val et à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on va rester un peu dans le même creuset. On va aborder cette question des valeurs de Trump contre les woke. C'est le mois des fiertés qui commence. Et pourtant, on n'en a jamais cassé autant de l'homo, de la femme et du trans, au figuré, mais au propre aussi, malheureusement, au point d'en faire une cible prioritaire dans toutes les droites nationalistes et pas seulement américaines. Alors pourquoi ce backlash et jusqu'où ira-t-il? Ce sera le sujet du point mercredi prochain à 20h. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine à toutes et tous sur Les Monts Bleus.